Salut Romain, ça va? Ouais, il m'est arrivé un truc trop marrant. Ah bah raconte. Je jouais avec mon kit de petit chimiste, hein, et en mettant les éprouvettes dans l'eau pour les rincer, ça s'est mis à mousser. C'était de la bière. Attends, tu veux dire que t'as découvert la formule pour transformer l'eau en bière? Tu vas devenir riche là. Ben non, j'ai tout jeté. Et pourquoi t'as fait ça? J'ai essayé de fabriquer de la pâte à modeler, j'ai raté, ça m'a énervé. Ah, dommage quand même. Est-ce que vous connaissez le point commun entre la tarte tatin et le Viagra? Oh oui. Oui, ok. Non, alors pour les autres, est-ce que vous connaissez l'autre point commun entre la tarte tatin et le Viagra? Eh ben, ils ont été tous les deux découverts par hasard. Alors, pour la tarte, il y a plusieurs versions, mais bon, c'est pas le sujet de toute façon. A priori, c'est lié à une erreur ou une maladresse de deux aubergistes de la mode Beuvron, les sœurs Tatin. Et on doit le Viagra à une boulette de Jean-Kévin Viagra. Ok, non, c'est faux. On doit le Viagra à ce qu'on appelle la sérendipité. C'est-à-dire, tout simplement, l'art de faire une découverte scientifique par hasard. Bon allez, je vous raconte. Le Viagra. En 1991, un labo lance une étude clinique sur une molécule, le citrate de sildenafil, qu'ils ont mis au point pour traiter un certain type de maladie cardiaque qu'on appelle l'angor ou encore angine de poitrine. Comme souvent dans ces cas-là, on donne à un groupe de patients le médicament et aux autres un placebo. Assez vite, on se rend compte que ça marche pas très bien. Enfin, ça marche pas très bien sur le cœur en tout cas. L'étude est arrêtée et au moment de rendre les comprimés, il y a un certain nombre de patients qui traînent un peu les pieds. L'histoire en serait restée là si personne n'avait cherché à comprendre pourquoi. Et il s'est avéré que les petits malins avaient remarqué que le Viagra ne faisait pas grand-chose à leur cœur, c'est vrai, mais qu'il avait un effet bénéfique sur un autre organe. Quelques ajustements dans le médicament et 7 années plus tard, le Viagra obtient son autorisation de mise sur le marché en 1998. Mais pas pour le cœur du coup. Pour le labo, c'est le jackpot avec plusieurs milliards de dollars de vente. C'est pas mal pour un essai raté quand même. Mais bien avant ça, il y avait déjà eu les antibiotiques. Alors oui, c'est un autre registre. Mais bon, c'est quand même utile, les antibiotiques aussi. Bon, en réalité, c'est pas vraiment les antibiotiques qui ont été découverts par hasard, c'est la pénicilline. Mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est la grande date dans l'histoire des antibiotiques. Et donc c'est arrivé par hasard. Ça se passe en 1928 quand un bactériologiste écossais, Alexander Fleming, reprend le boulot après quelques vacances. Quand il arrive dans son labo, il constate que les petites boîtes dans lesquelles il faisait pousser des staphylocoques, c'est des bactéries, elles sont pleines de moisissures. La loose. Holy shit! Il réalise que ces boîtes ont été contaminées par celles d'un de ses collègues. Il est un peu vénère et il s'apprête à tout jeter quand soudain, Holy shit! il se rend compte que le Penicillium notatum, c'est le nom de la moisissure, a détruit les staphylocoques. Alors, en vrai, il y avait un Français qui avait déjà bossé sur le même sujet 30 ans plus tôt. Mais tout le monde s'en foutait. Donc, alors, ceci dit, les travaux de Fleming, tout le monde s'en foutait aussi. Parce que c'est que 10 ans plus tard qu'ils ont été repris par deux autres scientifiques et que la pénicilline a été fabriquée de manière industrielle. Happy end, Fleming, il aura quand même le prix Nobel de médecine en même temps que les deux autres en 1945. La chimiothérapie. Alors, là, c'est un peu particulier parce que la découverte n'a pas été faite pendant des recherches scientifiques. Enfin, bon, je vous explique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943, les Allemands bombardent le port de Bari, en Italie. Et il se trouve qu'un des bateaux touchés contient 60 tonnes d'une arme chimique bien connue, le gaz moutarde. Sauf que personne n'est au courant. Mais comme le nombre de morts et de malades augmente de jour en jour, un médecin, le docteur Alexander, est appelé pour mener l'enquête. Il finit par découvrir deux choses. Un, les victimes ont été exposées au gaz moutarde, donc. Et deux, les cellules présentes dans leur sang, et notamment leurs globules blancs, sont anormalement bas. Des pharmacologues de l'université de Yale se penchent sur la question et découvrent que les moutardes azotées présentes dans le gaz empêchent la multiplication des cellules qui se divisent rapidement. Donc, de certaines cellules saines, comme celles du sang ou celles des racines capillaires par exemple, mais aussi des cellules cancéreuses. La chimiothérapie anticancéreuse est née. L'anesthésie. Alors, depuis toujours, les médecins et surtout les chirurgiens ont essayé de rendre leur boulot un peu moins pénible pour leurs patients en utilisant des techniques pour calmer la douleur plus ou moins artisanales et plus ou moins efficaces. Mais il y a une date importante dans l'histoire de l'anesthésie, c'est 1844. À cette époque, Gardner Quincy Colton, qui est un ancien étudiant en médecine et apprenti chimiste, il fait le tour des États-Unis pour présenter des shows avec le gaz hilarant qu'il a mis au point. Un jour dans le Connecticut,
Un volontaire choisi dans le public force un peu la dose et se blesse gravement à une jambe. Mais grâce au gaz, il ne ressent aucune douleur. Et il se trouve que dans le public, il y a un dentiste du coin qui s'appelle Horace Wells, qui flaire le bon coup et qui veut tester le gaz pour faire des extractions dentaires. Colton accepte et il lui file même un coup de main, et ça marche. Du coup, l'inventeur peaufine sa trouvaille et elle est toujours utilisée aujourd'hui sous le nom de protoxyde d'azote. Alors pour être tout à fait juste, il faut quand même glisser un petit mot sur Crawford Long, qui est un chirurgien qui aurait lui inventé l'anesthésie à l'éther 2 ans plus tôt. Mais comme il en a parlé à personne, c'est un autre qui a récupéré ses lauriers un petit peu plus tard. Être, c'est être perçu. Pensez à ça. Les médicaments qui changent de job. Là, on change un peu de style. C'est pas tellement des médicaments qu'on a découverts par hasard, c'est plutôt des médicaments dont on a découvert qui marchaient pas, mais qui pouvaient avoir une autre utilité. On va parler de l'aspartame, par exemple. Vous connaissez l'aspartame. À la base, c'était censé être un médicament pour soigner les ulcères. Et pendant les recherches, il y a un chimiste qui s'appelle James Slater qui veut tourner une page. Pour ça, il se lèche le doigt et il découvre que les cristaux qu'il y a dessus sont très sucrés. Bon alors, à la base, se lécher le doigt pour tourner une page, moi perso, je trouve ça dégueu. Hein. Mais alors, faire ça dans un labo de chimie, quand t'as des cristaux sur les doigts, faut vraiment être... Bon, bref, c'est pas le débat. Résultat, l'aspartame a jamais soigné aucun ulcère, mais on a fini par en foutre partout comme édulcorant. Et ça, c'était pas l'idée du siècle. Mais bref, c'est pas le débat non plus. On a aussi le primpéran. Alors, c'est un neuroleptique, c'est-à-dire un médicament de la famille de ceux qui sont utilisés pour soigner les troubles psychotiques, mais qui est employé pour calmer les nausées et les vomissements. Là encore, ça a posé quelques soucis, donc l'Agence européenne du médicament a calmé un petit peu le jeu, surtout chez les enfants, pour limiter les effets secondaires. Dans un registre un petit peu plus léger, on peut aussi parler du Pepsi-Cola, qui, au départ, a été mis au point pour soigner des troubles digestifs qu'on appelle la dyspepsie. D'où le nom. Ou du Jägermeister, qui était censé au départ être un remède contre la toux et les troubles digestifs. Et qui est devenu un remède contre la dignité. Alors, fun fact, Jägermeister, ça veut dire maître chasseur. Faut pas s'étonner qu'ils confondent des sangliers avec des VTT après. Hein. Des exemples de médicaments ou de traitements divers qui ont été découverts par hasard, il y en a plein d'autres. Alors vous allez me dire, super, donc les chercheurs, c'est au pire des branleurs, au mieux des mecs qui ont de la chance. Alors non, évidemment, hein, parce que d'abord sur la somme de découvertes qui ont été faites, ça reste des exceptions. Et puis surtout parce que pour que ça donne une découverte, faut être capable de réagir quand il y a un résultat inattendu et de suivre une piste qu'on n'avait pas forcément prévu de suivre au départ. D'ailleurs, Louis Pasteur en personne aurait dit à ce sujet: le hasard ne favorise que les esprits préparés, wesh. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.